Moi, je pense que c'est un métier où il vaut mieux avoir pas mal d'humilité parce que on dépend de tellement de choses. Travailler sur du vivant, être exposé aux éléments, aux tempêtes. Si on n'aborde pas ça avec beaucoup d'humilité, Si on s'arrête à Dame Nature, la première grosse série de tempêtes, on arrête tout. Là, depuis le début de l'entreprise, des tempêtes, il y en a eu, mais on arrive quand même à continuer. Et donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux être humble, mais en même temps persévérant. Parce qu'on travaille, même dans les contraintes et tout, on travaille avec le sourire. Hein. Oui, donc en fait, moi, je m'appelle Emmanuel Legris, je suis ostréiculteur. Et en fait, c'est une longue histoire, parce qu'en fait, j'étais un petit peu loin de la mer. En fait, moi, je suis originaire d'une famille d'entrepreneurs. C'était des ingénieurs arts et métiers, ils étaient dans la mécanique de précision. Et donc en fait, moi, grandissant dans un environnement, donc en fait c'était dans la région parisienne, la famille étant quand même bretonne à l'origine, mais pour des obligations de travail était donc située dans la région parisienne. J'ai eu quand même la chance d'habiter dans un environnement, enfin une maison avec un jardin, et donc c'était assez proche de la nature parce que mon papa en fait était très fanatique de nature, donc on était dans un espèce de petit paradis dans la région parisienne. Par contre, tous les étés, on était quand même au bord de la mer. Et donc cette passion de la mer, en fait, je l'ai découvert pendant toute ma jeunesse. Mon papa d'ailleurs, avec son frère, avait eu une idée un petit peu farfelue pour l'époque, c'était d'acheter un plan de bateau avec du bois qui venait du Canada et de construire dans la région parisienne, dans le garage, un catamaran, ce qui était révolutionnaire à l'époque. Donc on a fait beaucoup de bateaux aussi. Et donc en fait, progressivement, je me suis rendu compte que j'étais plus proche de la mer que de la mécanique de précision. C'était pas la même chose. Et l'orientation, en fait, elle est venue presque naturellement. Je me suis orienté, en fait, j'ai fait des études de biologie pour pouvoir travailler dans la mer, puisqu'en fait, aussitôt que je terminais mes études, il fallait que j'habite au bord de la mer, ce qui a été le cas. Donc, et progressivement, en fait, j'ai fait différentes choses. J'ai testé un petit peu de tout. J'ai travaillé dans une écloserie, la Sainte-Mare, qui est du côté de Barfleur, l'été, mais l'hiver aussi pour voir. J'ai travaillé aussi dans une écloserie de homards sur Ouate, dans le sud, dans le Morbihan. J'ai aussi travaillé 3 ans en Corse, sur l'étang de Diane. Et là, on élevait des poissons, des dorades et des bars. Et à l'époque, c'était un peu pionnier parce qu'on est dans les années 80. Mais il y avait aussi un élevage d'huîtres. Et donc, comme ça, j'ai eu un petit panel de l'ensemble un petit peu des voies que je pouvais trouver au bord de la mer. Et donc finalement, j'ai fait aucun de ces trucs-là. Je suis revenu, j'ai trouvé, finalement, j'ai quitté la Corse au bout d'un moment, et je suis arrivé à la Berbrac. Et en fait, j'ai commencé dans les palourdes. Voilà. Et donc en fait, les palourdes étaient mon point de départ de l'ostréiculture. Voilà un petit peu le tour de l'orientation qui s'est faite progressivement. Mais c'est vrai que c'est une aventure parce qu'en fait on part d'un objectif intellectuel, c'est-à-dire qu'on a envie de travailler dans la mer, mais on ne sait pas du tout ce qu'on va faire. Et après les définitions se font progressivement par un petit peu de sélection, on va dire, des difficultés de chacun des métiers. Produire des poissons c'est très dur, produire des homards c'est quasi impossible, donc la sélection se fait assez rapidement, assez naturellement on va dire.
fait, les palourdes, c'est un peu paradoxal de parler de palourdes pour dire qu'on fait de l'ostréiculture, mais ça a quand même été le point de départ. Mais pour revenir un tout petit peu donc, sur ce point de départ palourde, j'ai réussi à trouver qu'un seul parc, et qui était en fait une vasière. Donc on s'enfonçait jusqu'aux genoux, et je voulais faire des palourdes. Donc il a fallu quand même se creuser un peu le cerveau. J'ai fait déposer 2000 tonnes de sable, et en fait, il a fallu commencer à étaler tout ce sable à la brouette, et on était deux. Donc ça, c'était la mise en jambe pour les palourdes. C'était quand même assez sportif, dans la mesure où j'étais en plus salarié donc dans une entreprise de palourdes. Donc, en logique, le plus gros du travail de la mise en place de l'élevage, pour me mettre à mon compte en palourde, je le faisais la nuit, puisque le jour, je travaillais déjà dans l'entreprise. Donc, on a mis donc, ces petites palourdes en œuvre. Il fallait trouver aussi la récolteuse, le bateau, etc. Le matériel n'existait pas. Tout a fonctionné, sauf les palourdes. Les palourdes ont eu un petit problème de santé en cours de route. Elles ont ramassé une petite bactérie qui, Ifremer, on a eu une grosse réunion à Nantes l'année de mon installation en 1986 pour expliquer que c'était la fin des palourdes. Bon, alors là, ça a été un petit peu douloureux, même beaucoup, très sport. Et en fait, là, on s'est posé la grosse question, que fait-on avec ma femme? Est-ce qu'on reste ou est-ce qu'on prend nos valises et on va ailleurs? Et puis, pour des raisons familiales, par rapport à ses parents, par rapport à différentes choses, on a dit, non, on reste. Donc, si on restait, il fallait s'accrocher vers quelque chose qui avait des chances de nous donner un avenir, c'était les huîtres. Donc, il a fallu y aller. Mais donc, les concessions que j'avais pour les palourdes n'étaient pas particulièrement adaptées pour les huîtres, et il fallait donc de toute façon avoir des surfaces supplémentaires. Du coup, je me suis orienté vers la seule zone potentiellement disponible, qui était la zone de l'Ilia, mais un petit peu le long du chenal. Donc en fait, la particularité de ce site, qui était magnifique, très océanique, donc d'une qualité extraordinaire, était également dans l'axe du chenal et de la houle et des tempêtes. Donc il y avait une espèce de pari entre deux choses. On pouvait certainement faire des belles huîtres, mais on pouvait aussi tout perdre avec les tempêtes. Donc on a fait des petits essais, on y a été progressivement, on a essuyé quelques petites tempêtes qui nous ont fait quelques dégâts, mais c'était pas trop important, mais l'élevage n'était pas encore tellement développé. Et progressivement, on a récupéré des parcs dans toute cette baie de Saint-Cava autour du phare, où maintenant on est quasiment les seuls, on a juste un voisin ostréiculteur sur un seul parc, qui en fait c'était des éleveurs de palourdes, et à force de tout perdre et de perdre les palourdes, ils ont fait des essais d'autres cultures, mais ça n'a pas marché. Et ils se prenaient les tempêtes et ça occasionnait des gros dégâts. Donc progressivement, ils nous ont rétrocédé toutes ces concessions. Donc nous, on s'est bien creusé le cerveau. On a mis en place une barrière, on va dire un brise-houle, qui a un effet léger. Et puis on a quand même analysé beaucoup tout le terrain, les orientations, etc. Et aujourd'hui, en fait, en 2013-2014, on a eu quand même à l'extérieur des houles de 10 à 15 mètres, et il y avait quand même jusqu'à 115 de coefficient, ce qui est énorme. On a eu des dégâts, mais qui n'ont pas du tout mis en péril l'entreprise. Ça nous a fatigués parce que il fallait redresser des parcs où une partie s'était retournée en sablé, mais on sait qu'on avait 48 heures pour les remettre. Enfin bref, on a fait notre travail. Et finalement, en 2013-2014, on a perdu rien du tout quasiment. Presque rien. Donc voilà, tout ça c'est le petit côté très... qui nous a donc amené vers ce site magnifique, où, caractéristique très importante, on avance dans le temps quand même, depuis 1990, premier parc dans cette zone-là, le plus gros développement des parcs. Et il n'y a pas de dégradation, en fait on ne constate pas de dégradation de notre milieu depuis qu'on est installé, et on a vraiment l'impression que dans les décennies qui avancent, on n'aura pas d'évolution dans la mesure où on est océanique. Donc à moins que l'océan total se transforme, ce qui serait un petit peu grave, logiquement on n'aura pas de surprise. Et ça c'est un atout maître de l'entreprise, d'avoir des concessions dans un endroit où on peut espérer continuer à pouvoir élever nos huîtres dans des conditions exceptionnelles, pour obtenir un produit
Mais alors après, c'est d'autres choses. On va rentrer dans une phase un petit peu... Enfin, c'est la phase technique de l'entreprise, de l'élevage. Mais là, d'un point de vue global, voilà ce que ça donne dans l'évolution. Donc on est maintenant positionné avec des parcs qui sont entièrement exploités, on peut dire, mais pas surexploités, parce que pour arriver à faire une belle qualité, il faut respecter quand même des règles du jeu. Le côté océanique est très agréable et très bien, mais la mer peut donner, mais ne peut pas donner n'importe quoi si on fait n'importe quoi. Donc nous, c'est très très important de rester dans le cadre, enfin un grand respect de la nature et de notre environnement, et de profiter de cet environnement, mais sans en abuser non plus. La première chose qu'on remarque quand on a une de nos huîtres en face, c'est la coquille. La coquille, elle est vraiment très dure. Les huîtres ne perdent pas une goutte d'eau. Ça, c'est dû au travail qu'on fait donc, tout au long des 3 années d'élevage, où à force de secouage et de stockage sur les parcs hauts, du coup, on réussit à avoir une coquille qui est vraiment impeccable. En plus de ça, vous avez le travail des bigorneaux qui est fait dessus, donc la coquille est très propre. Le soleil pénètre bien, donc il y a une jolie pigmentation sur l'extérieur. Et quand vous l'ouvrez, alors là, la nacre à l'intérieur est d'un blanc éclatant qui reflète vraiment la qualité de l'eau qu'on peut avoir à la sortie de la mer. Pour faire une huître, en fait, ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'en partant du naissin, et pour arriver à la consommable qui est dans l'assiette du consommateur, il faut 3 ans. Et les 2 premières années, en fait, sont celles qui sont consacrées depuis le naissin. On aboutit au demi-élevage. Et c'est une étape différente, la 3e année, pour arriver à la consommable. C'est pas exactement le même travail. Donc on a décidé, pour se faire un petit peu au métier, de s'acharner surtout sur le demi-élevage, pour bien arriver à le comprendre, bien arriver à le cerner. Donc là, ce qui est simple, c'est qu'on a eu des tempêtes, donc on a mis une petite barrière anti-tempête pour essayer d'améliorer les choses. Ça a donné un très bon résultat. On avait des problèmes de salissure sur les poches, alors on a dit on va bien trouver quelque chose. On a trouvé les petits bigorneaux, donc on a mis des bigorneaux dans les poches, donc c'était très agréable d'arriver sur les parcs et de constater qu'on ait posé les poches 6 mois avant ou 6 mois après, les poches étaient toujours dans un état de propreté total. Après, il y avait les histoires d'amarrage sur les tables. Alors, les tables ostréicoles sur lesquelles sont posées les poches sont amarrées avec des élastiques et des crochets. Ça paraît tout bête, n'empêche que quand il y a une grosse tempête, il faut que ça tienne, mais il ne faut pas que ça tienne trop non plus. Donc tout ça, c'est un petit ajustage qu'on fait au fil du temps. Il y a des orientations dans tous les sens. C'est plein de petites choses techniques qui demandent beaucoup de travail, parce que chaque erreur, on le paye avec des parcs renversés ou des poches au sol. Donc il y a beaucoup de travail pour arriver à un résultat, tout en contrôlant par le secouage et notre travail physique, on va dire, de suivi des lots, que l'huître garde une belle forme dans la poche. Donc il y a également, très important, les densités dans les poches. Il ne faut pas en mettre trop. Si on en met trop, c'est pas bon. Si on en met pas assez, c'est pas bon non plus. Donc il y a tout un affinage extrêmement... C'est plein de petits curseurs qu'il faut régler, comme une grosse machine, mais naturelle, dans un milieu magnifique, pour arriver à faire un beau produit. Alors on est très attentif à tout ça, et quand on se promène dans nos parcs, on pourrait presque dire que c'est de la vigne. Donc on pourrait qualifier ça de vigne ostréicole. Donc on surveille nos petits bébés qui sont nos huîtres, on les surveille tout le temps, comme une vigne, de façon à arriver à un beau produit bien fait, bien formé, etc., qui ensuite donc va être vendu à des ostréiculteurs qui vont faire des huîtres consommables avec ce produit dont on sait que maintenant on a la maîtrise parce qu'on a eu des années chaudes, on a eu des années froides, on a eu des années avec tempête, et on a eu une production qui finalement reste stable.
Donc, et un panel de clients qui s'est toujours élargi. Donc on sait que là maintenant, on sait faire ce niveau de produit. Ce qui est très important pour les huîtres, donc en fait nous on se fournit en essaim d'écloserie pour une raison simple, c'est que la traçabilité du produit, elle est intégrale sur nos parcs et elle est reproduite après sur des plans ordinateurs de façon à savoir exactement les huîtres qu'on a reçues, elles sont tracées de l'arrivée jusqu'à leur départ. Donc on les reçoit sanitairement, elles sont totalement contrôlées et ensuite elles sont tracées pendant tout leur élevage pour partir dans des conditions de qualité irréprochables, ce qui est très important, fondamentalement important pour nous parce qu'on veut produire un produit avec zéro défaut, pas de reproche, une finition relativement stable, constante. Donc c'est un élément de l'élevage qui est primordial, pas du tout évident à maintenir, mais indispensable, et donc on s'y est fait progressivement. Au début c'était moins facile et là aujourd'hui tout est absolument... on peut authentifier chaque lot comme on veut, et donc en fait c'est l'arrivée de mon fils Adrien qui va reprendre cette traçabilité pour son produit d'huîtres consommables dont il est le gestionnaire complet. Comme on aime bien avancer toujours un petit peu et vers des choses agréables, enfin sympas, et que l'aventure continue, l'aventure ne s'arrête pas au demi-élevage. Donc du coup, là, on est en train de tenter l'aventure, on se lance dans l'aventure de la consommable. Donc, avec l'arrivée de mon fils Adrien, qui donc s'en occupe, puisque moi je m'occupe principalement du demi-élevage, qui était ma spécialité, et la mise en place de l'entreprise et tout. Et Adrien, lui, va donc pouvoir utiliser tout ce qu'on a fait sur cette huître de demi-élevage pour appliquer son travail et sortir une belle consommable. La coquille, quoi, la solidité, les gens n'ont même pas encore ouvert les huîtres que voilà, le poids dans la main, la beauté de la coquille et le fait qu'elle ne perde pas une goutte d'eau, ça les met en confiance avant même qu'ils aient goûté les huîtres. Je m'appelle Adrien, j'ai rejoint l'entreprise de mon père il y a 8 ans et voilà, depuis ces dernières années, on développe des huîtres consommables. Comme il l'a dit, il faut 3 années pour faire une belle huître. Et donc on maîtrise, on a un savoir-faire qu'on a développé au bout de 30 ans d'expérience pour faire des belles huîtres de 2 ans. Et donc ces dernières années, on a cherché à transférer ce savoir-faire sur la 3e année pour aboutir à une huître finie et parfaite. Pour réussir à maîtriser la fin du cycle de l'huître, on a mis en place un nouveau bâtiment où on a pu installer des nouvelles chaînes de tri pour pouvoir sortir des huîtres le plus rapidement possible suivant la demande, pour avoir un intervalle de temps très court entre le moment où les huîtres sortent des parcs et le moment où les huîtres peuvent être consommées. On a des chaînes de tri qui vont peser les huîtres une par une. On a aussi installé des nouveaux bassins où on a un système de bullage, réfrigération, traitement UV, filtre à sable. On a aussi développé de nouvelles bourriches avec notre nom pour bien marquer le terroir qui est la baie de Saint-Caval, Ilia, et puis aussi toute une petite organisation pour pouvoir distribuer ces huîtres dans les meilleurs délais dans toute la région locale. Pour expédier, lorsqu'on a une commande,
dans les 24 heures, on va sur parc, on charge les huîtres sur les remorques, on les remonte au bâtiment. Là, elles sont immédiatement triées, donc mises dans les calibreuses, sorties en panier et tout de suite mises dans les bassins où elles vont passer 48 heures dans l'eau et être emballées dans la foulée tout de suite après. Dans les bassins, donc, les huîtres vont pouvoir refaire leur eau. Donc elles prennent on pompe de l'eau vraiment au pied du phare de l'île Vierge. Donc on garde toujours cette eau comme dans la baie où elles sont élevées, une eau bien iodée. Elles refont leur eau, elles se purifient. Et donc du coup, au bout de 48 heures, elles sont parfaites elles sont dans les meilleures conditions pour être emballées en bourriche. Maintenant, on arrive à faire quelque chose d'assez rare, c'est de pouvoir faire nos huîtres du début à la fin de l'élevage, donc en 3 années, et en plus de pouvoir le vendre voilà, avec notre nom sur la bourriche. Et du coup, quand on vend un produit qu'on s'est donné du mal à faire pendant 3 années et qu'on a été voir tous les mois, secouer jusqu'à les emballer et pouvoir partager ça avec le consommateur, forcément, c'est que du bonheur. En plus, on a vraiment envie de faire découvrir nos produits aux gens. On veut voilà, leur faire goûter, qu'ils prennent vraiment le goût du terroir des huîtres qu'on produit. Et du coup, on n'hésite pas voilà, on fait beaucoup de salons gastronomiques avec des vignerons aussi, parce que ça fait partie de la gastronomie, tout ça, et on veut faire découvrir comme un bon vin, faire découvrir ce que c'est qu'une bonne huître. On a aussi un bar à huîtres qu'on a ouvert depuis quelques années et où on fait découvrir aux gens voilà, la dégustation sous plusieurs formes, cuisinée, chaude, crue évidemment, mais que les gens voilà, à tout moment, qu'ils aient vraiment une envie de goûter ce produit-là en dehors des périodes où voilà, ça fait partie des clichés. Alors quand vous ouvrez cette huître de Lilia, voilà, la première chose qu'on a, c'est l'odeur de l'iode, voilà, reflet des parcs qu'on a à la sortie de la berre. Du coup, vous avez ensuite c'est l'aspect visuel où on voit que la chair de l'huître vient bien remplir sa coquille. Le bord du manteau est bien noir, pareil, ça c'est l'eau océanique qui fait ça. Et quand vous l'avez en bouche, alors l'huître elle est bien généreuse, vous avez un bon taux de chair, elle est jamais laiteuse car c'est une huître des 4 saisons. Et puis alors vous avez ce petit goût d'iode du coup du large et puis on dit un goût de noisette. Moi je trouve que ça tire plus sur la châtaigne. Ça c'est une question de goût.